Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui ma discussion avec Dominique Bourg. Dominique est philosophe et professeur à l'université de Lausanne. Il dirige la collection L'écologie en question et la revue en ligne La pensée écologique, et il préside également le conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme. Vous l'aurez compris, on va parler écologie, on va parler philosophie, et concrètement, on va d'abord, Dominique m'explique comment il est arrivé à la philosophie et ce qu'il y a appris. Il m'explique ensuite la pensée, concrètement la pensée, d'où elle vient, comment elle s'inscrit dans un cadre, dans un paradigme. On parle ensuite de la modernité, notre relation au vivant et à la nature, et en fait comment cette vision dans laquelle en fait la nature n'est qu'une ressource a construit le monde, la société, l'économie dans laquelle on est aujourd'hui. Également, Dominique évoque la relation des Grecs à l'argent et à l'économie, et on voit qu'elle est tout à fait différente que la relation qu'on a aujourd'hui. Et enfin, pour voir en fait les solutions, on parle du chemin que nous, en tant que société, devons prendre pour sauver le vivant et la terre. Et donc, il y a un chemin qui est en deux gros piliers: la sobriété, bien sûr, la limitation de notre consommation de façon intelligente et qui pour moi, en fait, est une source de joie. Et on parle aussi de l'adaptation, bien sûr, de nos pratiques pour être compatibles à la nature. Voilà, j'espère que la discussion vous plaira autant que moi, et je vous souhaite une bonne écoute. Dominique Bourg, bonjour. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. On a réussi à trouver un créneau. Écoutez, je sais qu'il y a plein de sujets en fait que vous traitez depuis le début de votre vie, mais est-ce qu'on peut commencer par juste vous présenter et peut-être expliquer qui vous étiez enfant, peut-être même, et comment vous êtes arrivé à la philosophie? Oh là là, c'est une longue histoire. Alors déjà, on va partir du présent. J'étais professeur à l'université de Lausanne. Donc je suis, comme on dit en Suisse, professeur honoraire. C'est un peu différent des mérites, c'est-à-dire qu'on est jusqu'à la tombe. Ok. Je ne sais pas là. Donc, effectivement, je suis philosophe de formation, même si j'ai investi d'autres disciplines et j'ai enseigné. La dernière université où j'ai enseigné, c'était celle de Lausanne, donc une quinzaine d'années. Alors, d'où vient cette vocation pour la philosophie? Alors, c'est très marrant parce qu'on a commencé à parler de religion et c'est pas sans lien avec ça. Jusqu'à la classe de troisième, je ne lisais rien. J'étais le désespoir de mes parents, qui étaient pourtant pas de très grands lecteurs non plus, mais enfin voilà, ils se trouvaient ça bizarre. Un garçon qui ne lit rien. Et puis, je me suis mis à lire pendant les vacances, entre la classe de troisième et la classe de seconde. Et là, j'ai découvert la philo. Et c'était une véritable passion. Avec qui? Alors, en fait, j'ai découvert en lisant, c'est une collection qui n'existe plus. Il y avait une petite, alors j'étais gamin, hein, j'avais 14-15 ans, hein, et donc, je lisais des textes, à l'époque, c'était une collection au seuil qui s'appelait Microcosme, je crois. Et en fait, il y avait la présentation d'un auteur, et puis ensuite, ça n'existait plus, hein, la présentation d'un auteur, et ensuite, un certain nombre d'extraits. D'accord. Donc, j'ai commencé à en dévorer, mais j'en ai dévoré des dizaines. Voilà, on va commencer par les Grecs, Platon, Aristote, machin, je sais pas si ça existait là, mais enfin bon, je me souviens plus. Et puis je suis remonté chez les modernes. J'ai commencé aussi à lire un certain nombre de grands écrivains, Dostoïevski et tout. Et puis dès la classe de seconde, je voulais être philosophe. Okay. C'est une sacrée transition, moi. Voilà. Et bon, c'était probablement purement fantasmatique, mais finalement, c'est ce qui a fini par se produire. Donc, c'est venu de la lecture, et effectivement,
d'une interrogation sur les religions. Alors, moi, je suis né en 53, donc ça remonte, hein, c'est le siècle dernier, même le milieu du siècle dernier. Et la conjoncture générale n'a rien à voir. Quand je suis enfant, la religion est vraiment quelque chose, le catholicisme en France, là où je suis né, était quand même très présent, qui est très pesant, et en fait, ça fait partie du monde tel qu'il existe quand vous commencez à vous développer. Donc, le monde intègre ça, et il y a une espèce d'évidence. Alors, évidemment, d'avoir pris le chemin de la philosophie, ça fait que cette évidence, elle a fini par s'effriter un peu. Mais disons, voilà, c'est vraiment ces interrogations sur la religion qui m'ont permis d'entamer ce parcours philosophique. Et puis, le premier livre que j'ai publié s'appelait Transcendance et discours. Alors, on cherche pas le chaland, hein, on cherche pas le lecteur avec un titre pareil. Mais bon, ça concernait déjà la religion. Et puis, il y avait une intuition dans ce livre que j'ai redéveloppé encore récemment, mais sous une forme différente. Donc, effectivement, alors plus du tout lié à une religion particulière, mais avec une réflexion sur ce qu'est la spiritualité, qu'est-ce que c'est que la pensée, parce que c'est très curieux, la pensée. Hein. Je vais vous rappeler ce fragment de Pascal que j'adore. Hasard donne, hasard ôte les pensées, il n'est point d'art pour les conserver. C'est-à-dire que la pensée, c'est une sorte de jaillissement, hein, et elle arrive comme Athéna dans votre esprit, toute casquée. Et ok, mais d'où ça vient Et voilà, et ça, c'est une interrogation un peu on est tout ça vient la pensée. Comment ça fonctionne? C'est vraiment très bizarre. Ça apparaît comme ça, puis on voit bien que on pense toujours dans une époque, on pense en fonction d'un cadre. Alors tous les talents qu'on peut exprimer, on les exprime dans un cadre donné. Si Mozart était né chez les Hakka, donc c'est un peuple pygmée, bah, il aurait été un virtuose de la polyphonie pygmée, qui est magnifique, hein, et qui est très 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 savante, mais il n'aurait pas écrit Così fan starte, hein. Ça ressemble à quoi la polyphonie pipi? Alors, je suis pas musicien moi-même non, c'est de la polyphonie, c'est-à-dire que vous avez un même chant qui est chanté, on commence pas tous en même temps, et donc il y a plusieurs voix. Mais alors, il faut qu'il y ait l'harmonie, hein, c'est assez compliqué. Alors, il y a beaucoup de sons style l'onomatopée aussi, etc. C'est aussi danser en même temps, et c'est vraiment magnifique, hein. Et donc voilà, c'est un petit peu la question qui m'aura tenu toute ma vie. Et vous avez une brique de réponse, surtout bien avancée aujourd'hui? Ah, bah oui, par exemple, j'ai repris ce genre de questionnement avec une nouvelle terre, Marie en 2018, puis qui était republié au PUF, là, dans la collection Paul Schlepper. Je mettrai le lien du livre Nouvelle Terre dans la. Ouais, voilà. Donc, il existe en quadrige, il faut vraiment donner cette référence maintenant, donc, au PUF. Et puis, avec le livre, avec cette amie, Sophie Svaton, Primauté des vivants, c'est toujours cette quête, et en quelque sorte, je la reprends avec un livre qui sortira là dans quelques mois sur la question du mal. Bah, en fait, les sous-jacents à la pensée, il y a ce qu'on appelle le pensable. Alors, l'expression est paradoxale parce que précisément le pensable, c'est ce que je ne peux pas penser. C'est ce qui supporte, c'est ce qui porte ma pensée. Et le pensable, comme on n'y accède pas, comment on peut en parler? Bah, pas des indices. Et un indice, c'est par exemple ce qu'on appelle la question des paradigmes, c'est-à-dire que toute l'histoire de l'humanité, alors ça fonctionne par civilisation maintenant, ça a tendance à se globaliser, mais on va prendre par exemple la modernité. Quand la modernité naît, c'est deuxième moitié du XVIe siècle, hein, ça s'affirme très fermement et de manière au plus précise au début du XVIIe siècle. Les premiers penseurs modernes pensent qu'en fait ce qui nous entoure, ce n'est que de la matière. Ouais. En fait, c'est comme si Dieu avait aspiré toute forme d'esprit. Les plantes, les animaux sont des machines. Et notre esprit n'est qu'une conséquence de la matière. Alors, non, pas au départ, pas du tout. Au départ, il y a deux substances, hein, comme chez Descartes. Il va mettre ça en forme. La substance pensante et la substance étendue. Okay. Et donc, en fait, il y a que Dieu qui absorbe presque la totalité de la pensée. Les hommes participent à cette nature divine, mais les plantes, les animaux ne sont que des machines. En fait, c'est totalement contre-intuitif. Et ce qui est assez curieux, bien, cette pensée qui a une préfiguration dans l'Antiquité, mais elle se réaffirme au XVIe siècle d'une façon un petit peu différente par rapport à l'Antiquité. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est que
il y a plusieurs grandes figures savantes de l'Europe savante du XVIe siècle pour qui ça devient évident. Alors pourquoi? On rentre dans ce paradigme. Ah oui, alors ça s'impose, c'est une évidence, alors que c'est totalement contrefactuel, c'est toute la pensée antérieure le dit rigoureusement le contraire, depuis Aristote, et donc Platon, Aristote, et c'est les matérialistes grecs qui vont amener ça, mais encore une fois, ça revient dans une configuration complètement différente, et petit à petit, ils vont se connaître. Ça va constituer ce qu'on appelle la République des savants, hein, et aussi la République des lettres, et puis ils vont imposer ça à tout le monde. Et tout le monde va penser à partir de ça. Un monde matériel. Un monde qui n'est que matière. En fait, si vous voulez, ce qui existe, c'est simplement des particules. Alors, on n'est pas les atomes, ça faut attendre la fin du 19e siècle, mais c'est le mathématicien là, on raconte ça, ou Leibniz, si vous voulez, c'est des particules en continu, hein. Et tout ce qui existe sur Terre n'est que le résultat d'un agrégat de ces particules avec la force mécanique. Et Lamarck va reprendre ça pour le vivant, pour la biologie, et toute la modernité va se construire là autour. Et effectivement, au bout d'un moment, la chiclote divine, basta, tout n'est que matière. Et effectivement, on doit pouvoir aussi exprimer et expliquer l'esprit avec les chocs entre les particules et le fait qu'elles forment qui créent des agrégats, qu'on appellera des formes. Alors en fait, non, un agrégat, c'est pas une forme, enfin peu importe, je laisse ça tomber. Et ça, c'est le paradigme qui s'impose. Et là, on a déjà une petite forme de réponse. On voit bien que déjà, un individu, il n'est pas au sens des catégories qui permettent de penser le monde. Un individu n'est pas à l'origine. On ne maîtrise pas. C'est en fait ce à partir de quoi on va penser, ce qui est très différent. Et ce à partir de quoi on va penser, on le pense pas, on le reçoit. Et c'est ça qui va mettre en forme toutes nos pensées, et derrière, qui va mettre en forme la société. La société moderne, elle est incompréhensible sans le paradigme dualiste qui s'impose dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc là, on a déjà une petite idée de la question du pensable, puis on va montrer, oui, mais effectivement, les animaux, ils ont des représentations. Les plantes, on s'aperçoit que c'est d'autant plus complexe, et que effectivement, alors, c'est pas si on parle de pensée au sens de représentation humaine, mais si on parle de pensée au sens du pensable, oui, il y a probablement que peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là dans le végétal, et petit à petit, on arrive à une espèce de néo-animisme très différent de l'animisme. Tout le vivant peut penser, en fait. Voilà, le vivant est pensant. Ok. En tout cas, il est un peu conscient. Alors, mot conscience, c'est particulier, c'est effectivement aussi une certaine forme de rapport à la pensée. Le pensable, c'est ce qui est en deçà de la conscience. D'accord. Merci pour cette réponse. Voilà. Bon. Je regardais un reportage un peu sur la musique et les vibrations, et où où la vision, ou la proposition, c'est de dire, en fait, comme l'univers n'est que vibration, n'est que quantique, en fait, la tête est quasiment une antenne qui capte ces vibrations, et les pensées viendraient de ces vibrations. Oui, dit une autre. non, c'est pas différent. Au contraire, c'est très proche. C'est-à-dire, c'est l'idée, par exemple, que le cerveau n'est pas le producteur de la pensée, mais il est avant tout un récepteur. Et que effectivement, la pensée humaine, en fait, la posture métaphysique, et d'ailleurs que je vous dis, c'est ce qu'on appelle le monisme. C'est-à-dire, il y a qu'une réalité. Il y a ça chez Spinoza. Alors lui, bien sûr, il y a une infinité de modes, mais laissons ça pour le moment. En tout cas, nous, on a accès à deux modalités, la modalité matérielle et la modalité mentale, spirituelle, etc., qui renvoie à l'esprit, au mind, et en fait, les deux sont entrelacés. Et la pensée et matière sont comme les deux aspects de la réalité, et les sciences n'accèdent qu'à la partie matérielle, mais finalement la matière finit par être tellement ténue et tellement paradoxale qu'elle est très proche de l'esprit. Peut-être le moment où on sera... c'est intéressant. Intéressant. Ok, merci beaucoup. Merci. Et l'écologie dans tout ça, comment est-ce que vous finissez Elle a un lien avec tout ça, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe au XVIe, au XVIIe siècle? Les êtres humains se mettent en dehors de la nature. C'est-à-dire que ils prennent au pied de la lettre, Genèse 1:26, vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, donc vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre, etc. Alors,
26, 28. Et là, c'est ça qui est assez intéressant. La modernité, elle va finir par absorber la religion et la nier, mais elle naît avec elle. Sans la cosmologie chrétienne, il n'y a pas de mécanisme moderne. Ça passe par là. Et en fait, par exemple, le XVIIe siècle, c'est probablement le siècle le plus mystique. C'est assez étonnant. Et donc, alors, on va... Mystique, vous pensez à quoi? Au grand mystique. Le XVIIe siècle, très très riche en mystique. Il y en a énormément. Et les Pascal, des rules, vous en avez plein. Hein. Et donc c'est un siècle assez étonnant. Mais comment dire? Donc on va imaginer que les hommes n'ont rien à voir. Hein, ils sont une espèce de petites particules divines perdues dans la matière, et donc réaliser son humanité à partir de la deuxième moitié du XVIe et du XVIIe siècle, en tout cas dans les dans les fondements de ce paradigme nouveau, c'est forcément s'arracher à la nature. Ouais. Parce que puisqu'on ressemble à un Dieu qui est antérieur, extérieur et transcendant la nature, on n'a rien à voir avec la nature. Donc en fait, pour se développer, on doit s'arracher à la nature. Et la nature n'est qu'un... On n'a pas de respect à non, il n'y a aucun respect à avoir pour elle, elle n'a aucune valeur. Ouais. Elle n'est qu'un stock, une ressource. Oui, un stock de matière et d'énergie disponible pour qu'on les transforme. Et ce qui donne une dignité à la nature, c'est pas une il n'y en a aucune. Ce qui donne une dignité à la nature et une valeur, alors c'est comment on la transforme. Ouais. Et c'est dès qu'elle est transformée qu'elle a de la valeur. Ça va devenir la théorie économique, et l'économie moderne va exprimer à merveille cette métaphysique moderne, et ça va alors celui qui va exprimer ça de la manière la plus zinzin, c'est un astrophysicien russe. Alors, il fallait qu'il soit russe d'ailleurs, Nikolai, c'est assez taré nos amis russes, et donc c'est Nikolai Kardashev, et lui il imagine qu'il existe 3 types de civilisations, mais l'humanité est en deçà de toutes ces civilisations encore, elle n'a pas encore atteint le premier degré. Le premier degré de civilisation, c'est quand on a fini par détruire la Terre jusqu'à son noyau. Puisque la Terre n'est qu'un stock de ressources, on doit la détruire. Et donc, c'est pour ça, côté russe, à la Poutine, là, j'ai vu jusqu'au bout. Et donc, ça, c'est le premier type de civilisation, on n'est pas encore là. Et puis, deuxième type de civilisation, quand l'humanité a pété la Terre, elle s'attaque au système solaire, elle va bouffer jusqu'à toute l'énergie du Soleil. Et puis, troisième type de civilisation, une fois qu'on a pété le système solaire, on s'attaque à la galaxie. Et galaxie suivante, évidemment. Et il y a un physicien nippo-américain qui a repris ça, qui s'appelle Mikio Kaku, et qui a rendu extrêmement populaire ces 3 stades de civilisation. Et vous avez un physicien français qui s'appelle Gabriel Chardin, qui s'est amusé à faire le calcul. Et donc, et ça, c'est dans une lettre du CNRS, mais sur le web, vous allez retrouver le texte de Gabriel Chardin. Et donc, il calcule que on va imaginer une horde qui serait humanoïde sur une planète théroïde, et il affecte cette horde initiale d'un taux de croissance de 2%. Alors en fait c'est énorme, l'humanité ne connaîtra un tel taux de croissance que, alors à partir de 1870, c'est l'Europe, les États-Unis, alors bien après, quelques décennies après le Japon, etc. Ils ont un taux de croissance comme ça, et on connaîtrait un taux de croissance supérieur à 2%. Tout d'abord aux États-Unis après-guerre, qui a une croissance étonnante. Après, il y a la crise de 29, et les pays européens auront un taux de croissance de 4, 5, 6% dans l'après-guerre. Mais un taux de croissance de 2% sur un temps très long, c'est terrible. C'est-à-dire que là, ils calculent qu'en 5 à 6 siècles, cette horde, qui va aussi se diffuser démographiquement, elle aura pété toute la Terre. 5 à 6 siècles. 5 à 6 siècles. Et dit-il, en 5 à 6 000 ans, elle aura bouffé tout l'univers dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière. Wow, donc ça fait déjà un certain nombre de galaxies. Et donc c'est complètement fou. On est une espèce totalement folle, quoi. Et donc là, on voit bien ce que signifie ce paradigme. Là, il n'ira jamais jusque-là, on sera mort avant. Mais là, on le pousse jusqu'au bout, et on remonte l'absurdité.
Que ça voilà. ça n'est même pas une vraie motivation. Et c'était des meilleures questions, mais en fait, j'ai envie d'y aller direct. Qu'est-ce qui nous pousse à ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin et pourquoi est-ce que c'est seulement cette envie d'en avoir plus? Et du coup, en fait, Cette envie d'en avoir plus, elle est pas consubstantielle à l'humanité. Tous les peuples, oui. au contraire, se sont imaginés que le monde était clos. Mm. L'idée d'un monde infini, c'est justement la modernité. Pour les Grecs, c'est pour ça ils détestent le prêt intérêt, par exemple, parce que pour les Grecs, tout ce qui existe a des contours. Tout ce qui existe a une limite. D'accord. Et pour les Grecs, le cosmos est un ensemble limité. C'est-à-dire qu'on a la Terre au centre, on a le premier cercle auquel est accrochée la Lune avec les 5 planètes connues, après on a la sphère des fixes et puis le dieu moteur immobile qui entoure tout ça et qui inspire l'amour, le mouvement par l'amour qu'il inspire lui-même. C'est plutôt sympathique. Hein. C'est pas la physique quantique, mais c'est pas mal non plus. Et donc, ce qui fait que pour un Grec, l'échange monétaire est quelque chose de scandaleux. Alors, pas l'échange monétaire en soi, il distingue justement deux types d'échanges. Si j'utilise de l'argent pour acheter quelque chose que je vais consommer, eh bien, je reste dans l'ordre de l'univers. C'est-à-dire que, même si je suis très gourmand, si je m'envoie un hectolitre de jus d'orange et une tonne de petits pains au chocolat, je suis mort. Et donc, la physiologie fait que même si je pourrais déborder à un moment des limites, mais j'aurais des sanctions, etc. Et donc, par définition, tout ce qui existe ici-bas est limité. Mais en revanche, si je ne sers pas de l'argent, alors le premier cas, c'est l'échange économique, mais si je ne l'échange, oui, économique au sens vraiment c'est l'économie, c'est le nomos oikos, c'est la loi du foyer. Et donc, si au contraire, je rentre dans ce qu'il appelle la crématistique, c'est-à-dire cette fois-ci, je ne me sers pas de l'argent pour acheter les biens que je vais consommer. Les biens que j'achète, je les achète pour les revendre. Et indéfiniment, de telle sorte que j'accumule et j'augmente mon capital initial. Ça, pour Aristote, c'est démoniaque. D'accord. Parce les que Grecs n'ont pas cette activité. Mais pour eux, c'est un scandale. Okay. C'est-à-dire que tout ce qui existe a une fin. Or, les hommes, avec l'argent, ont trouvé quelque chose qui peut s'accumuler indéfiniment. Sans fin. Voilà. Et donc, effectivement, vous voyez bien que l'idée d'un univers infini et l'idée de pouvoir accumuler la richesse, ça va ensemble. Et donc, dans cet univers infini, ce qui était condamné par les Grecs va devenir au contraire le principe d'une société, et ça va devenir le principe de notre société, et ça nous amène aujourd'hui à heurter ce qu'on appelle les limites planétaires. Ouais. Et donc, vous voyez bien que... Je suis surpris qu'on ait mis si longtemps à heurter les limites planétaires. Ouais, mais parce qu'on est vraiment parti... on est parti de pas grand-chose, on est parti de la misère, en fait, par certains côtés. Et alors, si on remonte très loin dans le temps, c'est pas la misère, mais si on regarde les civilisations traditionnelles, eh bien, elles ont créé un type de richesse qui est rare et qui condamne tous les autres à la misère. Et donc, la modernité, c'était de s'arracher à cette misère, justement, par l'accumulation infinie du capital et via les techniques et la transformation indéfinie de la nature. Donc, on voit bien que on va commencer à penser l'écologie quand on va s'apercevoir de cette destructivité. Et donc, il n'y a pas d'écologie avant qu'il y ait une société industrielle. C'est quand on commence à voir les limites qui vont arriver, et vous avez des gens qui les ont pensées dès le milieu du 19e siècle, alors c'est là que naît l'écologie, parce qu'on pense justement ces limites. Mais alors aujourd'hui, on les a en pleine poire. Alors, donc, en fait, l'écologie vient quand on dit « attendez, notre modèle est destructeur et n'a pas de fin, l'accumulation de richesse n'a pas de fin ». Alors que le système Terre en a. Alors, ok, d'accord. Il a des limites. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est la leçon de ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est si on veut continuer à vivre sur Terre, on doit baisser drastiquement nos flux d'énergie, nos flux de matière, c'est-à-dire produire beaucoup moins de biens, aménager beaucoup moins d'infrastructures. Alors, il y a d'autres aspects, si on a le temps, on y reviendra. Mais, et en même temps, en fait, redonner toute sa place à la nature. Sans ça, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que ce que montrent les limites planétaires, c'est qu'on perturbe les 6 grands cycles biogéochimiques et finalement, ça rend simplement la Terre inhabitable. Et on va crever. Bon. Si on fait rien.
Mais bon, avec les élites d'aujourd'hui, on n'est pas prêt à faire. Hein. Ça, c'est dans le, ils ont à la base de la société que ça bouge aujourd'hui. Ça bouge pas beaucoup en haut. Hein. Et c'est logique dans le sens où en fait les élites, mais comme nous et comme la majorité, ont cette vision qu'on vient de décrire, cette vision. Ah, oui, non. Elles sont nées là-dedans, probablement. Si on écoute ce cher Macron, ben voilà, lui, il n'en est pas sorti. Et ben oui, la décroissance est un et encore. Ça n'a pas de sens. Pour ces gens-là, ça n'a absolument aucun sens. Ce serait une mauvaise idée. C'est une idée dangereuse. Ouais. Et donc la solution, on disait sobriété, mais est-ce que la seule chose qu'on puisse souhaiter, en fait, c'est de tous atteindre une sobriété de consommation. C'est la seule chose ou pas? Enfin, pas la seule chose, mais c'est une chose fondamentale. C'est-à-dire que oui, si on veut que la nature refonctionne, que la Terre soit à nouveau viable, que les autres êtres vivants reprennent la place qui est la leur, etc. Parce que l'enjeu de l'écologie, on est d'accord, et je vous cite, c'est de sauver le vivant. Ah oui, complètement. Et en sauvant le vivant, en sauvant l'harmonie parfaite qui existe sur la Terre, qui permet aux vivants de... Parfaite, pas forcément. Il y a eu 5 grandes extinctions et ces hommes n'y étaient pour rien. Mais en tout cas, la nature, elle a à chaque fois redémarré. Et elle a reproduit une diversité. Il met du temps, hein. C'est 5 à 20 millions d'années. Mais d'où l'horreur ce qu'on fait aujourd'hui. Mais oui, alors, maintenant, on peut arriver à, comment dire, il faudrait qu'on soit moins nombreux quand même, mais à faire ce que voulaient faire les anciens, c'est-à-dire à aménager comme une autre existence, c'est-à-dire qu'elle ait une certaine forme de confort, mais alors en sachant se contenter de moins, en étant beaucoup plus parcimonieux sur les objets qui nous entourent. C'est des objets qui seraient beaucoup plus durables, beaucoup plus beaux. Ouais. Regarder le coût de chaque confort et en fait garder que ceux qui n'ont pas un coût trop élevé peut-être. Oui, et puis alors ce qui est beaucoup plus exigeant, c'est que voilà, on va monter un petit peu en complexité, mais en fait, on va partir d'une des limites, hein, la 6e limite planétaire, c'est-à-dire le fait qu'on introduit dans la biosphère des corps étrangers. Et en fait, on va prendre les polymères, les plastiques. Ouais. Et donc nous, on sait par nos lois de la chimie, on sait accrocher une molécule elle-même, puis à créer des macromolécules. Mais manque de bol, on procède pas du tout comme la nature. Et c'est-à-dire que la nature, quand elle voit nos macromolécules, elle est pantois. Ouais. Elle sait pas que faire. Elle sait juste les fragmenter, mais elle sait pas les métaboliser. Elle sait pas les ramener au cycle, au métabolisme des écosystèmes. Et donc, du coup, nos macromolécules, alors soit carrément, il faut un sacré temps avant que les sacs plastiques se fragmentent, etc. Donc, il y a beaucoup d'êtres marins qui crèvent. Et puis après, ça se ramène à des formes micro-nano qui vont jusqu'à pénétrer tous les tissus. Et comme, encore une fois, ça ne métabolise pas, ça s'accumule. Ouais. Et donc, on est complètement fou. C'est-à-dire que là, on a quand même foutu nos saloperies, mais dans toute la chaîne du vivant. C'est comme complètement dingue. Et on parle que du 7e continent de plastique, mais en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a du déchet, mais partout. Beaucoup plus grand déchet. Ah ouais, non, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Et donc, et là, on va revenir à l'amont. Là, je m'appuie sur un mathématicien ami que je publie là, qui s'appelle Nicolas Boulot. Alors, je vais simplifier un peu, mais si on regarde, par exemple, on va porter attention au caractère combinatoire de la matière. 10 puissance 80, c'est le nombre d'atomes dans l'univers visible. Alors, lui, il reprend différemment que le calcul qu'on donne sur la question de l'ADN, mais il dit, là, maintenant, on a un combinatoire qui est gigantissime. Et là, on est plutôt vers 10 puissance 1 million 300 000. C'est-à-dire que la nature elle-même, en quasi 4 milliards d'années, elle n'a parcouru qu'une partie infime de la combinatoire possible. En plus, elle a eu, et s'y est repris à 5 fois. Qu'est-ce que vous appelez la combinatoire exactement? C'est la combinatoire des constituants biochimiques. D'accord. Hein. Et donc, on peut partir... Créer un écosystème. C'est comment avec la chimie initiale, on constitue le vivant. Et donc là, il y avait plusieurs natures possibles. Il y avait probablement une infinité de natures possibles. La nature, elle en a pratiqué une, et en fait, elle s'est repris plusieurs fois, elle efface ses traces, et donc on ne sait pas comment elle fait.
Et quand nous, si on produit une molécule de synthèse, on ne saura jamais à l'avance si elle est compatible ou non avec les écosystèmes. Elle les produit pas n'importe quoi. Et maintenant, il y a même des... Et donc, en fait, si vous voulez, il y a une combinatoire totale. Et effectivement, nous, quand on produit des macromolécules de synthèse, les macromolécules du vivant, elles sont liées à l'être vivant. Si l'être vivant disparaît, elles disparaissent. Ouais, okay. Ce que ne font pas nos polymères artificiels. Et donc, manifestement, on combine pas la même matière, de la même manière que la nature elle-même. Et en fait, on produit une autre nature possible. Et manque de bol, elle n'est pas compatible avec la nature référente. Celle qui, en plus, est en nous. Et celle qui est en nous, ce qui fait d'ailleurs qu'on bouffe des plastiques, des polymères, et chacun, on ingère à peu près le poids d'une carte bancaire par semaine. Donc, voilà. Et donc, on sait pas, contrairement à ce qu'on a cru très longtemps, puis on pourra revenir à Gödel, etc., non, le savoir humain, il est très limité. Et comme on est extrêmement arrogant, on a fait plein de conneries avec un savoir limité, et on se rend compte de mieux en mieux en quoi notre savoir, il est décalé. Ouais. Par rapport à la manière de faire de la nature. Donc, voilà, c'est du coup, vivre de manière plus harmonieuse dans le monde, on va déjà commencer par réduire, etc. Et puis, on a une voie d'apprentissage infinie devant nous. Ah, donc en fait, la première voie, c'est la sobriété, réduire nos consommations, nos ponctions. Voilà. Et la deuxième, c'est d'adapter parce qu'en fait, il nous manque un grand... oui, mais par exemple, si je regarde l'agroécologie ou la bio, si on veut, on a réussi. C'est-à-dire que si on regarde la révolution néolithique, c'est quand même curieux. Je regarde, faut pas que je tarde. Si je regarde la révolution néolithique, ils sont quand même bizarres, nos aïeux, quoi, parce qu'ils sont mis en tête sur une même surface, qu'il n'y ait qu'une seule plante. Complètement absurde. Un écosystème résiste parce que il y a des plantes qui abritent dans la racine des nodules qui vont permettre de faire venir des bactéries qui vont pouvoir justement capter l'azote et le rendre disponible pour les plantes. Il y a des plantes qui vont attirer le prédateur des plantes. C'est un écosystème. C'est ça qui donne cette résilience de la nature. Voilà. Et donc, alors on s'est aperçu que certains anciens l'avaient compris. Par exemple, les aborigènes, ils ont un type d'agriculture où ils ont ça. On va voir la milpa. Là, c'est les femmes d'Ixtec qui pratiquaient ça. Ça ressemble à de la permaculture, des petites buttes. C'est une petite surface dans le jardin avec une culture très intensive, mais évidemment sans aucun engrais parce que précisément on a un mélange de plantes qui va donner satisfaction. L'agroforesterie, c'est très vieux et c'est le même principe. Alors c'est réinventé dans les années 30, c'est réinventé par Hollengren avec la permaculture, par Fukuoka, l'agriculture sauvage au Japon, etc. Et on a compris maintenant. Sauf la FNSE, c'est dommage, mais en dehors de ça, tout le monde a compris. Et donc là, là, on apprend à produire notre nourriture d'une façon qui est compatible avec la nature. Donc voilà, c'est vraiment important et en fait on va même terminer là-dessus. Si vous voulez, on peut pas dire je vous parlais de l'évangile de Marie. Je sais pas si c'était peut-être avant qu'on enregistre, mais on peut pas dire qu'il y avait aucune domination avant le néolithique, c'est sans doute une ânerie. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le néolithique, elles se sont vraiment durcies. Alors, la domination de la nature, c'est très clair. Même là, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, un mythe amérindien qui exprime en quoi l'agriculture était une domination dangereuse de la nature. C'est quand même assez intéressant. Donc, avec ils ont la Pachamama qui doivent respecter. Voilà. Alors, alors le respect de la nature est quelque chose de très important. Et la spiritualité, c'est vivre en harmonie avec la nature. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que je vais aller très vite, c'est que au néolithique, il y a 3 formes de domination qui se sont au moins durcies. Alors, la domination de la nature, c'est probablement plus que durci parce qu'avec l'agriculture, on s'est mis dans une relation très différente avec la nature. Mais la domination des riches sur les pauvres avec l'esclavage, pas évident qu'il n'ait pas existé avant, mais en tout cas, il va s'imposer quasiment sur la planète entière. C'est-à-dire que au début, on a des communautés agraires, ça finit par déboucher sur les empires agraires qui sont tous esclavagistes et ça va se répandre dans le monde entier. Et puis, le patriarcat. Et une domination extrêmement sauvage d'un genre sur l'autre. Donc, en fait, je dirais que le programme de l'écologie aujourd'hui, c'est refaire le néolithique, se détricoter et lui redonner une impulsion, une orientation différente. D'accord. Et c'est une bonne conclusion. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!